Dans ce PowerPoint, on va aborder spécifiquement l'interface, la structure de données abstraite, I énumérable. Donc, l'interface générique I énumérabilité est certainement la plus importante en C#. Donc, c'est impossible d'en faire le tour en un seul document et en fait, son utilisation va être répartie dans plusieurs documents différents au fur et à mesure que les besoins vont se faire sentir. Donc, dans ce document-là, on va seulement présenter les grandes lignes de cette interface-là. Donc, j'aimerais porter à votre attention le point suivant, c'est qu'il existe une version non générique de cette interface-là qui s'appelle i-énumérable, mais non générique. Donc, qui précède l'introduction de la généricité dans le langage C#. Donc, on ne va pas en parler ici parce que cette interface-là est tombée en quasi-désuétude. On mentionne simplement son existence pour que vous fassiez attention si jamais vous faites des recherches sur le web, dans la documentation Microsoft. Donc, la première chose à savoir, c'est que la très grande majorité des collections en C# que vous avez déjà utilisées dans le cours et que vous allez peut-être utiliser plus tard, certaines qu'on n'a pas encore introduites, implémentent cette interface-là. Donc, les listes, les arrays, les stacks, les queues, strings, implémentent l'interface i-énumérable. La seule exception notable, c'est String Builder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre string ABC, vous pouvez la stocker dans une énumération de caractères. Donc, i-énumérable, on va traduire ça par une énumération ou une séquence de caractères. Okay. Et même chose, le stack, on peut le stocker comme étant une énumération ou une séquence d'entiers. La queue, on peut la considérer comme étant une énumération ou une séquence d'entiers aussi. Une liste de doubles comme étant une énumération de doubles et un array de doubles, ici qui contient aucun élément, comme étant une énumération de doubles. Donc l'interface, étrangement, ça dépend des points de vue, mais étrangement, l'interface énumérable ne possède qu'une seule méthode, qui s'appelle getEnumerator. Donc cette méthode-là permet d'obtenir un objet spécial qui, lui, va permettre de parcourir tous les éléments de la collection sous-jacente. Par exemple, supposons que je vais chercher ici une string que je considère comme une séquence de caractères ou une énumération de caractères. Je vais ensuite de ça chercher un énumérateur ou un itérateur, comme on dirait dans d'autres langages de programmation. Donc, je vais chercher un énumérateur ou un itérateur pour parcourir cette séquence-là. Donc, getEnumerator, j'obtiens mon énumérateur ici. Et après ça, je prends mon numérateur et je fais moveNext. Donc, moveNext retourne un booléen qui me dit si oui ou non j'ai réussi à aller chercher un élément suivant dans ma séquence d'éléments. Donc, tant que je peux faire un moveNext sur ma séquence, j'affiche cet élément-là. Donc, je vais le chercher. Donc, variable C est égal à numérateur.current. Je vais chercher l'élément et je le donne. Bien entendu, qu'est-ce que ça va m'afficher? A, B, C. Donc, je répète, on a une énumération ici de caractères. On va chercher un énumérateur et on va parcourir avec une bookwire les éléments de cet énumérateur-là en faisant numérateur.moveNext et en faisant current pour aller chercher l'élément courant de notre énumérateur ou de notre itérateur. Alors, en pratique, c'est excessivement rare d'appeler directement la méthode getEnumerator soi-même pour ensuite parcourir les éléments de la collection comme on vient de le faire ici. Okay. On va le faire plutôt indirectement. Par exemple, chaque fois que vous faites un for each dans votre code, le langage C# va automatiquement invoquer getEnumerator pour vous et parcourir tous les éléments. Donc, le bout de code suivant, que vous voyez ici, énumérable car ABC, pour chaque caractère dans ma séquence de caractères, C.DOM. Okay. Donc, for each sur ma séquence, C.DOM, ABC. Ça n'a pas de secret pour vous, cette affaire-là. Okay. Évidemment, c'est plus lisible comme ça. Mais ça, c'est rigoureusement équivalent à ce que vous avez ici.
quand vous écrivez ça dans votre code, en fait, vous êtes en train d'écrire ça. Comment on peut s'en rendre compte? On peut s'en rendre compte dans l'Incupad. Donc, ici, on a notre énumérateur toujours, ABC. Ici, on a notre version détaillée du code qu'on a vu précédemment. Et ici, on a la version compacte avec une book for each. Ça, c'est la version détaillée avec un énumérateur. Et ça, c'est la version compacte avec un for each. Si vous regardez dans l'onglet C# 1.0, l'équivalent en termes de code généré par le compilateur, vous allez voir que le code généré par le compilateur pour ce que vous avez ici, c'est rigoureusement le même que le code généré ici par le compilateur sous-jacent. Évidemment, vous avez un paquet de code, vous avez même des try, finally. Je ne veux pas rentrer dans les détails pourquoi c'est comme ça, mais vous voyez que le code généré par ça ici, c'est exactement le même que le code généré par ça. Donc ça puis ça, c'est du pareil au même en C#. Évidemment, ça, c'est plus intéressant à lire et à écrire que ce que vous avez ici. Mais ça vous montre la mécanique sous-jacente d'une book for each. La book for each est basée sur le type i-énumérable. Donc, i-énumérable, c'est une interface qui représente une collection, réelle ou potentielle, d'éléments que l'on peut parcourir avec un énumérateur ou, si vous préférez, avec une book for each. La plupart des collections C# sont ainsi énumérables. Ceci permet une généralisation et une unification de nombreuses techniques et méthodes en C#. Donc, la plupart des collections C#, entre autres, la plupart des collections C# vont accepter un énumérable comme argument de construction. Ça vous permet d'ajouter automatiquement ces éléments-là dans la collection. Par exemple, ici, j'ai une énumération de caractères, ABC. Alors, je peux construire une pile avec mes caractères, je peux construire une file avec mes caractères, je peux construire une liste avec mes caractères, ou alors je peux construire ou initialiser. Construire et initialiser une liste avec mes caractères, et je peux construire et initialiser un H7, on va voir cette structure-là bientôt, avec mes caractères. Okay. Alors, puisque toutes mes collections, presque, sont énumérables, et toute collection accepte un énumérable en guise de constructeur, dans un constructeur, pour initialiser, ça permet effectivement d'effectuer des conversions d'une collection vers une autre, de manière quasi transparente en C#. Il y a un coût, par exemple, à ça, parce que le coût de construction est important, mais il faut savoir qu'on peut le faire, et on peut le faire de manière assez élégante et naturelle. Par exemple, ici, on a un stack qui est initialisé avec une string. Donc, est-ce que c'est parce qu'un constructeur qui permet d'initialiser un stack avec une string? Non. Le constructeur permet d'initialiser un stack avec une énumération de caractères. Mais une string, c'est automatiquement considéré comme étant une énumération de caractères. Donc, on peut initialiser un stack avec une string. Même chose ici, on peut initialiser notre pile avec notre stack, parce que notre stack est une énumération de caractères, donc on peut initialiser notre pile avec ça. Et même chose, on peut initialiser notre liste avec notre pile, parce que notre pile est aussi considérée comme une énumération de caractères. Donc on peut convertir, comme on le voit ici, string vers stack, stack vers pile vers liste, etc., etc. Il existe aussi plusieurs méthodes de conversion directe d'un énumérable vers une collection concrète précise. Par exemple, vous avez toArray, toList, toH7 et toDictionary. Vous les avez ici. Okay. Donc ici, on a une énumération, chars ABC, et on peut faire chars.to, et on voit ici les méthodes apparaître, toArray, toDictionary, toH7, toList. Dans tout le cas, j'en ai pas parlé. Mais peut-être vous posez une question. D'où viennent toutes ces méthodes? Parce que tantôt, on a dit que l'interface énumérable ne possédait qu'une seule méthode, c'est la méthode getEnumerator. Alors, qu'est-ce qui fait que quand vous faites chars, point, vous avez des dizaines de méthodes qui sont disponibles? Alors, le secret, ce sont les méthodes d'extension. Donc, en particulier, vous avez une classe statique qui s'appelle énumérable, à ne pas confondre avec l'interface i-énumérable. Mais c'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça, énumérable. C'est que cette classe-là fournit une incroyable quincaillerie de méthodes d'extension qui sont utilisables avec l'interface i-énumérable. Entre autres,
Bon, faire une revue complète de cette classe-là, énumérable, ça serait beaucoup trop long. Mais on va quand même en voir quelques-unes de ces méthodes-là. Et en fait, vous en avez déjà utilisé, sans trop vous en rendre compte. Vous avez utilisé la méthode count et vous avez probablement utilisé la méthode contain. Ces deux méthodes-là sont des méthodes énumérables et elles s'appliquent à des énumérables ou à des énumérations. Donc, toutes ces méthodes-là sont codées sous le capot grâce à la méthode unique getEnumerator fournie par l'interface iEnumérable. Donc, iEnumérable, c'est une abstraction. Et les méthodes d'extension applicables aux énumérables, on peut les considérer comme étant des méthodes abstraites en quelque sorte. C'est pas, méthode abstraite n'est pas dans le sens de abstract, mais dans le sens de plus haut niveau. Okay. Donc, c'est ça. Les méthodes et propriétés qui sont fournies directement par les collections, elles, sont en quelque sorte concrètes. Souvent, vous allez avoir l'équivalent. Vous allez avoir un équivalent concret et un équivalent abstrait. Donc, en règle générale, lorsque c'est possible, toute chose étant égale par ailleurs, vous devriez utiliser les méthodes concrètes, de préférence aux méthodes abstraites, en particulier lorsque la lisibilité n'est pas affectée. Pourquoi? Parce que c'est plus efficace, plus rapide. Donc, les méthodes abstraites nécessitent un niveau d'indirection qui ralentit leur exécution. Donc, en particulier, lorsque c'est possible, vous devriez utiliser la propriété concrète count, par exemple dans liste, de préférence à la méthode abstraite count, avec des parenthèses, qui provient de iEnumérable. Aussi, vous devriez, par exemple, utiliser l'indexation nombre avec des crochets plutôt que d'utiliser element at qui provient de iEnumérable et qui vous permet d'atteindre l'élément qui est en position, dans une certaine position. Donc, ça, c'est toujours plus rapide que ça. Ça, c'est toujours plus rapide que ça. Donc, vous n'avez pas d'intérêt à utiliser ça quand vous pouvez utiliser ça ou à utiliser ça lorsque vous pouvez utiliser ceci. Donc, quelques méthodes choisies maintenant que vous devriez connaître. Donc, au pire, allez, vous pouvez chercher ce que ça fait dans la doc. Donc, vous avez first, vous avez last et vous avez element at. Donc, ces méthodes-là, évidemment, ça dit ce que ça dit. Premier, ça retourne le premier élément de la collection. Last, le dernier élément de la collection. Et element at, un élément dans une certaine position dans notre collection ou dans notre énumération. Take last, ça permet de prendre, par exemple, les 10 premiers éléments ou les 10 derniers éléments de notre énumération. Skip puis skip place, ça permet de sauter par-dessus les 10 premiers éléments de la collection ou alors les 10 derniers éléments de la collection. Append permet d'ajouter un élément à la fin de la collection. Prepend permet d'ajouter un élément au début de la collection. Et concat permet de juxtaposer deux collections, donc mettre une énumération après une autre énumération. Vous devez savoir que toutes ces méthodes-là retournent toujours une nouvelle énumération. Okay. L'énumération d'origine n'est jamais modifiée. Donc, par exemple, si vous prenez une liste, puis vous faites un prepend, vous n'allez pas ajouter un élément dans la liste. Vous allez créer une énumération qui va contenir un élément au-devant de la liste en question. Et append qui va contenir un élément à la fin. Donc, ça crée toujours une nouvelle collection à chaque fois. Okay? Ou une nouvelle énumération. Mais vous allez voir que cette création-là n'est pas nécessairement coûteuse pour autant. Pourquoi? Parce que la collection ou la façon dont fonctionnent les énumérables, ce qui est utilisé pour procéder aux évaluations, c'est ce qu'on appelle l'évaluation paresseuse. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, évaluation paresseuse? Ça veut dire que les éléments de notre collection vont être générés uniquement au moment où on en a besoin. Donc, au dernier moment possible. Le travail ne sera jamais fait d'avance. Il va être toujours fait au dernier moment possible. Donc, pour illustrer cette différence-là, vous avez ici deux programmes. Le premier est une liste, ici, comme on voit, qui contient la lettre A au départ. Et le deuxième est une liste, toujours, mais considérée comme étant un énumérable cette fois-là, et qui contient la lettre A. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour i égale 0 à 30, i++, on va ajouter la liste à elle-même récursivement 30 fois, ce qui va nous donner une liste de plus en plus grosse. Okay, en réalité, ça va nous donner une liste qui va contenir 2 exposants 30 éléments. C'est énorme. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On affiche le premier élément de la liste. Alors, le premier élément de la liste, ben, c'est A, évidemment. Okay.
On fait le programme entièrement équivalent ici, en fonctionnant avec des énumérables. Alors, pourri égale 1 à 30, et plus, list égale list.concatlist. C'est la même chose que list.addRangeList, mais en termes d'énumération. Et après ça, on fait list.first pour aller chercher le premier élément dans notre liste, qui est rendu tout aussi énorme que celle-là. Et on fait un DOM, et voilà, ça affiche la lettre A. Encore une fois, évidemment. Par contre, regardez les temps d'exécution. Ici, plus d'1 seconde. Ici, 0 seconde. En fait, une fraction de seconde. Donc, comment c'est possible une chose pareille? La seule façon qu'une chose pareille soit possible, c'est qu'ici, on a une évaluation paresseuse. Donc, on crée un énumérable qui est un calcul, en fait, qui crée, une structure qui crée. Et ici, on ne va accéder au premier élément first. Donc, vu qu'on va chercher le premier élément, en fait, la concaténation ici ne sera jamais effectuée. Parce qu'on accède seulement au premier élément. Donc, ici, c'est une concaténation, mais une concaténation potentielle. Ici, le addRange est automatiquement effectué quand on a ça. Ici, le concat est potentiel. Il n'est pas effectué immédiatement ou au moment où on le demande. Il va être effectué seulement si on va chercher les éléments en question. Par exemple, si je faisais, après avoir fait first, si j'ai la place d'avoir fait first, j'aurais fait, mettons, element at position 1, ou position 2, peu importe. Là. Ben là, à ce moment-là, il faudrait qu'il fasse au moins un concat pour que je puisse accéder au deuxième élément ou au troisième élément. Si, au lieu d'avoir fait first, j'avais fait last, ben là, il n'y aurait pas le choix de faire la concaténation complète pour aller chercher le dernier élément. Et dans un contexte comme celui-là, concat aurait probablement pris, au lieu d'une seconde, peut-être 1 minute, parce que c'est extrêmement lent, énumérable versus la liste. Donc voilà, je l'explique ici. Donc, la notion d'énumérable n'est pas exclusive au langage C#. La plupart des langages modernes vont posséder une notion équivalente. Par exemple, en Java, vous avez les streams, et en Python, vous avez les itérables. Donc, il faut reconnaître cependant que C# a poussé la chose très loin pour le plus grand bénéfice de nous, des programmeurs dont nous sommes. Donc, en résumé, l'interface IEnumérable rend les collections parcourables grâce à les méthodes getEnumerator. La plupart des collections sont énumérables, string, array, list, stack, etc. On fait rarement appel à getEnumerator directement, mais plutôt indirectement avec forEach, par exemple, ou encore avec les différentes méthodes de ligne comme first, last ou count. La plupart des constructeurs de collections prennent en argument un énumérable. Donc, cela permet de construire aisément des collections à partir d'une séquence quelconque d'éléments, y compris d'autres collections, ce qui facilite les transformations. La plupart des méthodes applicables aux énumérables sont des méthodes d'extension qui proviennent de la classe énumérable. Ces méthodes sont légèrement moins rapides que les méthodes ou propriétés concrètes disponibles dans les classes elles-mêmes concrètes comme count, par exemple count propriété versus count méthode d'extension. De nombreuses méthodes énumérables sont paresseuses, donc elles ne sont pas toutes paresseuses. Donc, de nombreuses sont paresseuses, comme par exemple concat, first, last, etc. Alors voilà.